Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec M. Sadr Salam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Et dans le cadre de notre suivi With Who de l'islam en France, volet 3 ce jour, et notre thématique que vous avez proposée du mauvais usage des instituts par les recteurs. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Sadr Salam est historien de l'islam contemporain. M. Sadr Salam, de quoi il s'agit par rapport à cette intervention de ce jour? Eh bien, cette intervention fait suite aux précédentes dans un programme plus large qu'on a intitulé « Où ils ouvrent de l'islam en France ». Ce titre, ces émissions s'imposent parce qu'on a des gens qui prétendent représenter les musulmans sans se soucier de ce que pensent les musulmans eux-mêmes. Les musulmans, les recteurs, ils pensent quand ils ont besoin de faire la quête. Le reste du temps, tout l'islam est transformé en secret d'État. Et nous sommes dans une démocratie, dans une laïcité. Et les 6 millions de musulmans ont le droit et le devoir d'en savoir plus sur ces chefalions. Malik Ben Nabi a appelé ça les jaïmions, le diminutif de jaïm. Jaïm qui veut être l'unique, tout seul. Et nous avons l'avocaillon, c'est vraiment, il veut jouer au jaïm, c'est-à-dire qu'il veut être à l'émission islamique, à la GMP, à la tête de l'Institut, à la tête du CFCM, à la tête du Fonds social musulman unifié, inspiré du Fonds social juif. Mais vu son niveau, ce n'est qu'un jaïmion. On aimerait, il était quand il avait une dizaine de traitements de l'ambassade, il était dans l'anonymat. Maintenant qu'il veut occuper l'espace médiatique et prétendre porter plainte contre l'État laïque au nom des musulmans qu'il a fait rire, on va révéler les révélations que nous recevons à la suite de chaque émission. Moi qui prétendais connaître ce monsieur, j'étais un ignorant par rapport à ce que j'ai reçu d'Alger et d'ici et de Londres, de la part des gens qui le connaissent très bien. Et il y a vraiment des informations par respect pour nos auditeurs qu'on ne révèle pas. Mais la conclusion est la même, ce monsieur n'a aucune légitimité religieuse. Les mosquées, il faut un minimum de culture et de sensibilité religieuse. Bon. Or, lui, il a été mêlé aux manipulations, gesticulations autour des instituts, parce que il faut remonter un peu dans le temps. L'établissement du 5e arrondissement s'appelle l'Institut musulman de la mosquée de Paris. Or, l'Institut a été fictif dès le début, quand Lyoté a dit l'Institut est dangereux parce qu'il risque d'ouvrir l'esprit de nos jeunes musulmans. La mosquée, on peut l'ouvrir parce qu'il est facile à la police de la surveiller. Ça a duré pendant toute la période de Badr. Quand Hamza Boubacar a été parachuté de la manière la plus illégale par Guy Mollet, il a fait croire qu'il allait donner un sens à l'Institut. Il a fait, début 58, il a publié dans toute la presse française. Il était meilleur communicant que l'avocaillon. L'avocaillon, il n'a que son tweet. Boubacar, c'était un agrégé d'arabe qui savait parler aux journalistes. Et il arrivait à les convaincre de faire passer ses mensonges dans la presse. Il a dit, nous allons avoir un institut de traduction, d'études sur la pensée musulmane, sur le Moyen-Orient contemporain, etc. Mais en fait, ça servait à justifier le versement de son traitement d'un professeur agrégé par l'Éducation nationale. Parce qu'il a fait croire que c'est un établissement à caractère culturel. Et la laïcité permet de détacher un prof de l'enseignement public à la tête d'un établissement à caractère culturel. Mais les problèmes de Boubacar ont commencé en 1980, quand la commission Dominati
sur un rapport du regretté Ali Marad, a constaté que l'Institut était fictif, et qu'il n'a jamais fonctionné, et que c'était une gesticulation qui a rapporté 5 subventions ministérielles à Boubacar Hamza. Et c'est à partir de là, il s'est retrouvé le bec dans l'eau. Il ne pouvait pas prouver que l'Institut existait. C'est là où il a été voir Sa Majesté Hassan II, en 81, pour lui proposer l'Institut. On en a déjà parlé. Or, Hassan II et le roi Faisal étaient les 2 monarques arabes qui connaissaient très bien la famille Boubacar et les mensonges. Et il lui a dit, est-ce qu'il veut nous confier la présidence de la Société des Habous ou l'Institut? Boubacar est parti. Il a dit, voilà quelqu'un qui connaît le dossier. Il fait la même proposition au général Belkhir. Belkhir accepte. D'où la transaction qui a fait arriver le Cheikh Al-Abbas à la mosquée. Et les Algériens doivent se rappeler que le premier mouvement de Boubacar, ça n'a pas été de s'adresser à l'Algérie. Il s'est adressé à Hassan II. Et donc, il a fait un chantage pendant 5 ans pour céder la présidence de la Société des Habous en échange d'une valise de dollars. Et là, les valises de dollars, c'est pas le seul cas. Ça, avec Bichari, ça va être quelque chose de très très fréquent et de récurrent. Et donc, c'est resté en l'état jusqu'à l'arrivée d'Dalil Boubacar en avril 1992. Sa nomination a provoqué des remous. Le CORIF, le conseil créé par Jox à l'époque, avait son candidat. Il a proposé Yacoub Roti. Mais la nomination d'Dalil a été suivie de la proposition de ce qu'on appelait le plan Dumas. Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères. Il a proposé le financement à hauteur de 20 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire plus de 3 millions d'euros maintenant, par an, à un institut musulman de France, à condition de le séparer de la Société des Habous, dont les statuts étaient intitulés au ministère de l'Intérieur un monstre juridique. Parce que Boubacar passait son temps à trafiquer, à manipuler, notamment l'article 8. Et donc, voilà, la famille Boubacar, Dali ne comprenait rien à ces questions, c'est son père qui vivait encore, qui lui a rédigé un texte où il a refusé la proposition de séparer l'Institut de la Société des Habous, et il a privé la communauté d'un institut qui aurait été digne de ce nom, avec un budget énorme qui est supérieur à celui de le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Donc voilà la famille Boubacar qui prive l'islam de cette possibilité offerte par l'État laïque, où on aurait formé toutes sortes de cadres religieux, notamment les imams. On aurait satisfait la grande demande de connaissance de l'islam qui était déjà considérable. Non, la famille Boubacar voulait maintenir la mosquée comme sa propriété privée et a privé la communauté. Et Boubacar Dalil a tiqué quand on lui a cité les noms de Jacques Berck, de Merad et d'Arkoun. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas soutenir une conversation avec eux. Il aurait dû aller apprendre en première année chez eux avant de discuter avec eux. Donc voilà une famille qui a préféré ses intérêts familiaux et resté pour défendre son leadership. Boubacar Dalil est un zaïmion. Il avait cette prétention. D'ailleurs, il multipliait les shikayas pour dire pourquoi je ne suis pas reçu le début janvier avec les responsables religieux pour les vœux pieux. Il en a fait un drame. Chaque année, on avait la shikaya de Boubacar. Je suis l'unique représentant, c'est moi qui dois être reçu. Bon, c'était ridicule à l'époque. Et or, l'islam est ridiculisé par cette bande-là encore plus maintenant. Et Boubacar Dalil, après, quand la formation des imams était devenue très médiatique, il multipliait les shikayas pour dire on n'a pas les moyens de former les imams. Et aucun journaliste, aucun haut fonctionnaire n'a eu l'idée de lui rappeler le sabotage du plan Dumas par lui et sa famille. Parce qu'après, la formation des imams était devenue un slogan qui a servi aux gestionnaires de grandes mosquées, les recteurs de grandes mosquées notamment, à rebondir, et ils ont prétendu
pouvoir devenir des directeurs d'instituts après avoir été très forts dans la taxe halal, dans le mouchardage, dans le cas de la mosquée de Paris, un rapport mensuel de délation mensongère là, rédigé par Ben Amara à l'époque, aidé par le caporal ensuite et par l'avocaillon. Nous avons la preuve, nous avons des rapports de délation. Quelqu'un qui a fait de la délation contre les fidèles est indigne de diriger une mosquée. C'est le cas de l'avocaillon. Alors ensuite, il y a eu au moment de l'Istishara, c'est l'épisode le plus intéressant de toute l'histoire de l'islam en France, Chevènement a proposé une école des hautes études de l'islam. Il demandait à ce que ce soit un institut autonome qui ne dépende pas d'aucune université, de Longzhou ni de Paris 4. Il aurait été l'équivalent de Sciences Po qui dépend directement de l'éducation nationale. Quand cet institut a été ébruité, il y a eu 3 réactions. Dalil Boubacar a envoyé 12 pages à Le Carpentier, qui était directeur du bureau central des cultes, où il défendait le monopole de la famille Boubacar et de la mosquée de Paris dans l'enseignement de l'islam. Et quiconque ne respecte pas ce monopole fait de l'islamophobie. Il a dit, vous portez atteinte à l'islam en favorisant l'enseignement de l'islam dans un autre établissement que celui de son père. Ensuite, Béchari, qui commençait à sortir le bout de l'oreille à l'époque, il bénéficiait du soutien de Martine Aubry, qui, elle, ne le soutenait pas de manière désintéressée. Il semble qu'elle ait eu quelques financements occultes de ses campagnes électorales. Bon, c'est pas le cas le plus grave dans les cachotteries de la politique française. Mais elle s'est complètement trompée. Les financements qu'a rapporté Bichari, c'est des miettes par rapport aux balises de dollars qu'il a eues. Il actionne un député socialiste proche de Martine Aubry qui s'appelle toujours Bernard Roman. Et Bernard Roman, dans les questions au gouvernement du mercredi, il a interpellé à la demande de Béchari Chevènement pour lui dire vous êtes en train de violer la laïcité en ouvrant l'école des hautes études sur l'islam. Et Fouad Alaoui de l'UOIF a payé Jocelyne Césari pour rédiger un communiqué pour dire à peu près la même chose. L'État laïque, ne vous mêlez pas de l'enseignement de l'islam. Laissez-nous, si vous voulez enseigner, laissez-nous faire. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu dans les réunions au ministère une compétition entre l'Institut de la GMP qui était encore à l'état d'hibernation, parce qu'il avait été inauguré en grande pompe en octobre 93 par Pasqua qui a coupé le ruban, etc. Mais après, il ne s'est rien passé. Après, la mosquée de Paris s'est passionnée pour la taxe halal. Pasqua a dit, moi, je ne peux pas vous débrouiller des financements, la laïcité s'y oppose, mais je vous donne le monopole de la perception de la taxe halal. Et c'est à ce moment-là que le cousin du recteur dont on a parlé la dernière fois, qui était très vexé, a été chargé de la taxe halal. Alors ça a été un échec cuisant. C'est ce qui lui a permis de se retrouver directeur de l'Institut qu'on a relancé quand le gouvernement demandait la formation des cadres francophones des imams français. Mais entre-temps, au moment de cette compétition, l'avocaillon, qui normalement ne se mêlait pas du fonctionnement intérieur, mais comme dans les réunions, il a vu qu'il y avait Jaballah qui voulait dire que son institut de Château-Chinon était le plus ancien, l'État devrait miser sur lui, éventuellement lui débrouiller des financements indirects. Il y avait d'autres, l'Institut d'Ali Bourg, un converti à l'islam, qui était un instituteur quand il était catholique. Et dès qu'il s'est converti à l'islam, il s'est autoproclamé recteur d'une université islamique. Moi, je lui ai dit, si tu étais resté catholique avec ton grade d'instituteur et si tu t'étais prétendu recteur d'une université catholique, l'évêque t'aurait interné psychiatriquement. Et le passage à l'islam, évidemment, tout est permis après la conversion à l'islam. Bon, mais c'est quand même un brave type, il n'est pas aussi corrompu et menteur que Larry Sabat de la mosquée. Or, dans cette compétition,
l'avocat Yon, qui régentait déjà l'émission islamique où il a été nommé illégalement, a fait venir Leski, Didi Leski, qui était du bureau central des cultes, pour lui faire rencontrer Harkoun à la mosquée. Et il a dit à Harkoun, on va enregistrer avec vous. Harkoun était persona non grata à l'émission islamique. On le considérait comme mu'tazilite, laïcard, etc. Mais là, il a refoulé les objections contre Harkoun en lui disant on va vous programmer. Et il a fait venir, moi j'ai dit à Harkoun quand j'ai appris, mais il faut se méfier de ces manipulateurs. Et Harkoun, il s'est lancé dans une diatribe pour rappeler les sabotages des précédents projets d'institut, et il lui a dit il faut séparer l'institut de la mosquée, en rappelant le précédent des Seljoukites. La madrasa Seljoukites a été créée par Nizam al-Mulk, en la séparant de la mosquée pour les besoins de la contre-croisade. Il a dit les mosquées, par la prédication hebdomadaire, ne suffisent pas. Il faut des établissements spécialisés dans l'enseignement. Donc l'islam a pratiqué déjà la division du travail et la séparation de la madrasa de la mosquée. Or, Hafiz, qui était vraiment contrarié par la sortie d'Harkoun, il appelle ses sbires de l'émission dite islamique en disant il faut réduire le nombre d'émissions avec Harkoun de 2 à 1 pour le punir. Voilà quelqu'un qui ne sait pas écrire une lettre, qui a perdu tous ses procès et qui a la prétention de manipuler le directeur du département des études arabes de Paris 3. Qu'est-ce que c'est cette prétention? Alors après, il y a eu Boubacar a rencontré à Oran le directeur d'un institut d'études islamiques de l'université d'Oran, quelqu'un de très valable, Abdelkrim El-Bakri. Il l'a fait venir pour faire fonctionner l'institut. Et Boubacar a eu cette idée parce que dans le ministère, on parlait de plus en plus de formation. C'est pas seulement les réceptions, les iftaves, les selfies, ou le Boubacar qui est tenu par la main par ce voyou là, qui se croyait légitime uniquement parce qu'il était filmé pendant le trajet, etc. Et donc Boubacar a dit qu'il faut faire fonctionner l'institut. Je pense que Boubacar était sincère, parce qu'à la fin il disait la mosquée n'a aucun sens si l'institut ne fonctionne pas. Il a fini par comprendre. Et puis il n'avait plus les réserves là, de 1992 où ne voulait pas cohabiter avec d'autres intellectuels comme Merad Harkoun ou Berk. On a cité Gellouz aussi, qui était du Corif. Gellouz était un grand intellectuel tunisien qui aurait eu sa place. Et là, El-Bakri a été obligé à repartir parce qu'il était humilié par la bureaucratie, les bureaucrates de peu de foi. Il n'a pas supporté que des ignorants donnent des ordres à un directeur d'institut qui a étudié à Lazare, qui a soutenu une thèse, qui continue à écrire des articles, et eux, ils passaient leur temps à intriguer, à moucharder et à trafiquer autour de la taxe halal. Ils se permettent de donner des ordres à un directeur d'institut, il est parti. Et c'est là où l'ancien préposé à la taxe halal, qui avait échoué lamentablement, ses voyages, ses téléphones cellulaires à l'époque ont coûté 44 millions à la mosquée, à qui il avait promis 500 millions par an, et il n'a rapporté aucun centime. Et puis entre-temps, Debré a modifié l'arrêté sur la taxe halal, et il a chargé les 3 mosquées les plus riches d'Europe de percevoir la taxe halal, Paris, Évry et Lyon, avec l'opacité et le mauvais usage que l'on sait. Mais ça a fait quand même la fortune de la GML, la mosquée de Lyon, où le recteur s'est affirmé comme un virtuose de la perception de la taxe halal. Il a une grande PME. Il emploie peut-être 40 ou 50 personnes. C'est la structure qui marche le mieux. D'accord. Or, lui, son succès dans la viande halal lui fait croire qu'il va s'autoproclamer pas directeur de l'institut directement, mais celui qui donne des ordres à des enseignants qui ont passé leur temps dans les bibliothèques, et lui ne sait pas ce que c'est qu'une bibliothèque. Donc le même problème se pose à la mosquée de Lyon, du fait de la prétention
prétention de ce recteur de tout régenter. À partir du moment où l'État laïque demande la formation des cadres, il dit oui, moi je vais former des cadres, mais il veut rester maître à bord et donner des ordres à des universitaires et des intellectuels. Aucun universitaire qui se respecte n'accepterait de passer 5 minutes avec ce monsieur, surtout s'il a lu le dossier de presse de Lyon Mag et de Progrès de Lyon où il a été dénoncé par les gens qui avaient travaillé avec lui. Ils l'ont quitté quand ils ont appris qu'il avait 10 comptes en banque et 4 appartements, au moment où il n'était que releveur de compteur d'eau de la mairie de Lyon. Donc voilà. Donc l'islam c'est devenu un moyen d'ascension sociale. Et lui, il avait le grade d'employé municipal, mais l'islam lui permet d'atteindre le sommet où il exclut tous les autres pour rester le Zahimillon à son tour. Et il a très bien réussi la construction de cet institut français de la civilisation musulmane. Il a, pour le montage financier, personne n'est plus fort que lui. Il ratisse large, il va de l'Iran chiite jusqu'à l'Azhar, de Sicile, les frères musulmans effrayés avec Béchari, quand Béchari était avec la Libye et le Qatar. Mais après, pour faire fonctionner l'institut, on attend de voir. Il y a un très bel immeuble, mais c'est un corps sans âme. Et tant que le recteur de la mosquée de Lyon gardera la prétention de donner des ordres aux universitaires, ça ne marchera pas. Or, cette même prétention, c'est l'avocaillon qu'il a, depuis qu'il a réuni, depuis son arrivée en janvier. Il a commencé par donner créer le Conseil des sciences et de la culture dans l'enceinte de la mosquée. Mais le directeur de l'Institut, dans son bureau, il l'a humilié, il n'a pas voulu l'inviter. Le directeur de l'Institut a compris que ce conseil, présidé par un agnostique, Jabbar, que je connais, il m'a dit, j'ai jamais mis les pieds dans une mosquée, la religion ne m'intéresse pas, mais cette structure, où il y a beaucoup de francs-maçons, moi j'ai rien contre la maçonnerie, mais quand elle vient nous embêter dans le Saint des Saints, qui est un sanctuaire, ça pose un problème. La laïcité n'autorise pas la maçonnerie à venir diffuser ses idées destructrices de la religion à l'intérieur même des mosquées. Or, ce conseil créé par l'avocaillon est noyauté par des gens des deux branches de la maçonnerie, dont Boubacar avait fait partie d'ailleurs. Boubacar, dès qu'il a été nommé recteur, il a renouvelé son adhésion à la Grande Loge, c'est pas le Grand Orient, et il a lancé les confréries, donc en application du plan Pasco Abelkhir dont on a parlé la dernière fois, prétendre combattre l'islam politique par le néo-maraboutisme mis en rapport avec la maçonnerie, c'était une idiotie dès le début. Si on veut combattre l'islam politique, il faut combattre les causes qui sont à l'origine de la montée fulgurante de l'islam politique, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire la dictature, c'est le mouchardage, bref, l'absence de l'état de droit. Or, les cas de corruption autour des livres, on en connaît. Moi, je peux témoigner, j'étais dans le bureau de Boubacar, qui a demandé à me voir. Le téléphone sonne, on l'appelle d'Alger, et j'entends Khalil dire 150 000 Yahouya Ma'adnesh, 150 000 Bezef. Quand il a raccroché, je lui dis 150 000 dinars par rapport à votre budget. Il m'a dit non. Il m'a dit c'est un éditeur de Boumevdes qui m'a été présenté par un de mes collaborateurs qui demande 150 000 euros pour lui publier un petit livre sur la mosquée de Paris qui a dû coûter ici 3 ou 4 000 euros. Et le type qui a présenté cet éditeur de luxe s'apprêtait à percevoir une grosse commission qu'il aurait sans doute partagée avec le caporal, et ça aurait permis d'acheter des maisons à Benidorm, mais en Espagne. Que le budget de la mosquée, son opacité, ça sert à ces transactions. Donc, voilà des gens qui se passionnent pour des transactions où on peut percevoir des commissions, et après, ils prétendent donner des ordres aux enseignants. L'avocaillon arrive, il a trouvé un institut déstabilisé par une idée du caporal
qui tient à son programme de continuer à importer les imams détachés de là-bas. Maintenant, les chercheurs sont en train d'établir une corrélation entre cette idée fixe et les 40 millions de dinars centimes de bakshish versés par certains imams sélectionnés par des officines, dont certaines passent par le ministère de la religion, hélas, des officines de renseignement et bien sûr les bureaucrates de la mosquée de Paris. Il a convaincu le directeur de l'Institut de prélever parmi les imams détachés des enseignants. Et il a licencié une partie des enseignants recrutés localement pour mettre à leur place des imams qui doivent partir cette année, puisque leur délai des 4 ans a expiré. C'est des gens que jusqu'à maintenant, ils savent à peine prendre le métro. Ils sont complètement dépaysés à Paris. Et les étudiants ont découvert que, d'abord qu'il y avait de faux imams. Il y en a un qui n'a jamais officié, et qui est un véritable voyou, mais que le caporal a sélectionné pour ça. Il lui a proposé d'être l'inspecteur des imams. L'inspecteur des imams? Oui, mais lui, le caporal a été inspecteur des imams. Quand il s'est autoproclamé DAG, il a nommé un inspecteur des imams, Abdelmalek, qu'il a agressé physiquement. Et il y a une plainte d'Abdelmalek contre le caporal. Et le caporal a voulu remplacer Abdelmalek par le plus voyou des imams, qui est un faux imam. Il est chargé de moucharder sur les étudiants, surtout les étudiantes. On peut révéler les étudiantes, parce que lui, dès son arrivée, il veut rester après la période des 4 ans. Et il y a des étudiantes qui l'ont dénoncé, il leur donne rendez-vous à l'extérieur, il leur propose le mariage juste pour avoir ses papiers. Et elles l'ont tout envoyé balader quand elles découvrent qu'il veut avoir seulement les papiers. Voilà. Sur ce voyou, que le caporal a jeté son dévolu, et d'ailleurs il a des problèmes, il est à l'origine de frictions dans la mosquée du Val-de-Marne où il est chargé d'officier. Les fidèles les plus instruits ont découvert que c'est un faux imam qui n'a jamais dirigé la prière en Algérie. Les autres sont assez respectables. Je ne me permets pas de les critiquer, mais le fait que le caporal choisisse le plus voyou pour surveiller les autres, pour le renseigner contre le directeur de l'Institut, parce qu'il y a un travail de mouchardage là, indigne d'une mosquée, avec des primes, avec des enveloppes, avec les promesses. Ce voyou imam, il y a des états voyous, alors pourquoi pas des imams voyous? Il lui a promis un appartement de 90 mètres carrés qui est situé au-dessus du bureau du recteur où habite toujours la veuve de Ben Amara, le DAG qui est mort en 2012 et dont le frère est un général du DRS. Or, Ben Amara lui a acheté un appartement qu'elle loue dans le quartier et elle continue à habiter un logement de 90 mètres carrés. 8 ans après la mort de son mari, c'est les pratiques de Ouihia au club d'état. Les protégés de Ouihia, ils cessent d'être ministres, mais ils habitent le club d'état 15 ans après. Or, il lui a promis de chasser la veuve de Ben Amara pour le loger dans ce 90 mètres carrés, s'il accepte de moucharder avec l'intitulé inspecteur des imams. Or, c'est ce type-là qui est à l'origine de friction avec les étudiants, notamment au moment de la dernière réunion provoquée par l'avocat-Yon. L'avocat-Yon a montré sa soif de pouvoir, d'autoritarisme, en ignorant le directeur de l'Institut, et lui inflige une deuxième humiliation quand il a signé une note de service pour ordonner la fermeture de l'Institut sans qu'il y ait un téléenseignement, et où le nom du directeur n'est même pas cité, et il n'a cité que le caporal, chargé d'exécution, etc. Le résultat, c'est que les étudiants sont en train de réclamer, y compris par voie de justice, le remboursement des droits d'inscription, parce qu'ils n'ont pas eu de cours depuis début mars, et ils n'ont pas eu l'idée de faire du téléenseignement, comme les autres établissements l'ont fait. Et ce qui fait qu'au moment de la réunion
la semaine dernière, il y a eu 12 étudiants sur plus de 60. Donc, il y a eu moins le cinquième des effectifs. Les autres qui étaient bien renseignés n'ont pas jugé utile de se déplacer. Et les 12 qui sont venus, ils sont sortis complètement concernés, parce qu'on leur a enseigné que maintenant la durée de l'enseignement, ça va être 3 ans au lieu de 4. Les gens qui sont en 3e année, on leur a dit, c'est fini, vous avez terminé, ne revenez pas l'an prochain. Et les gens qui avaient fait les 4 ans l'an dernier, en 2019, ils attendent toujours l'attestation, qui leur permettrait d'avoir éventuellement des postes ou des demi-postes d'aumôniers de prison ou d'hôpitaux. Et ce sont ces pratiques-là, ce cynisme, avec la complicité du directeur de l'Institut. Je précise que le cas du directeur de l'Institut est infiniment moins grave que celui de la Saba. Il a essayé, mais c'est le caporal qui lui a savonné la planche et qui lui a expliqué l'utilité de faire venir des imams détachés aux dépens des recrutements locaux. Bon. Ouais, sauf que le président de la République a été clair par rapport à cette histoire des imams détachés. Les imams détachés, il n'y a plus aucun doute, on convoite les bachis qui versent. C'est tout. Et puis, ils sont dociles, ils ne posent pas de questions, ils ne connaissent rien du passé criminel du caporal, ni des passe-droits de l'avocaillon qui était protégé par un colonel à l'époque. Et d'ailleurs, la protection par ce colonel explique que l'avocaillon a été le président des comités de soutien à tout nouveau mandat de Bouteflika. Le colonel qui protégeait a été promu général et il était connu pour son double jeu au moment où il y a eu un bras de fer entre la présidence et le DRS à propos de l'affaire Shakib Khalil de la Sonatrach. Ce général jouait le double jeu. Et c'est lui qui a conseillé à l'avocaillon de soutenir pour complaire à Saïd Bouteflika. Et sans doute, il convoitait, un peu comme Béchari, un poste de secrétaire d'État à la viande halal peut-être, parce qu'il n'est compétent pour aucun poste. Et avec ça, il a le culot de dire qu'il va combattre l'islam politique. Qu'est-ce que c'est le soutien à un énième mandat pour un impotent, sinon de la politique? C'est pas de la politique d'aller avec Yves Bonnet dans le cadre de l'Institut France-Algérie qui est chargé de rivaliser avec l'association France-Algérie pour faire des trafics dans les ventes des médicaments, dans le renseignement. Yves Bonnet, c'était l'ami de Smaïl Hamari, et il fait du commerce de médicaments avec la fille de Smaïl Hamari jusqu'à maintenant. Et à chaque voyage à Alger, l'avocaillon accompagnait Yves Bonnet. Yves Bonnet n'est pas un imam, n'est pas un diplômé de l'Azhar, que je sache. Or, quelqu'un qui n'a fréquenté que des hommes du renseignement et des transactions occultes, et il vient ordonner de séparer le politique et le religieux et de mobiliser la terre entière contre ce qu'il appelle l'islam politique, qui n'a jamais bien défini, c'est ridicule. C'est pour ça que les 4/5e des étudiants et étudiantes, je vais publier, moi, ce qu'elles m'ont révélé sur lui, n'ont pas jugé utile de se déplacer. Ils sont en train de s'inscrire dans les autres instituts. Et le premier résultat dans les relations avec l'État, des sorties de l'avocaillon, c'est que le ministère de la Défense a ordonné de ne plus rien célébrer à la Grande Mosquée. Le 11 novembre et le 8 mai vont être célébrés pour le 11 novembre à Douaumont et le 8 mai pour célébrer le débarquement de Provence. Il ne faut plus aller à la mosquée. C'est en souvenir des incidents créés par l'avocaillon, soutenu par, et surtout le caporal, au moment de l'exposition sur les soldats musulmans de l'armée française. L'Institut a participé à la préparation de cette exposition, qui a été préparée par une jeune historienne d'origine marocaine, et quand le caporal a trouvé son origine marocaine, il a décidé de tout saboter, mais elle a le grade de capitaine, c'est la plus instruite dans le staff des aumôniers militaires. Et donc il y a toutes sortes d'intrigues, et le secrétaire d'État à la Défense est venu
pour dire tout le bien qu'elle pense de cette bonne exposition. Or, l'aumônier national a décidé de démonter l'exposition le soir même. Maintenant, elle tourne dans les Prytanées militaires, les Saint-Cyr, les lycées, alors qu'elle devait rester 2 mois. Alors, tout ce qui leur échappe, ils sabotent les sabbats, et surtout qu'ils avaient un problème avec l'aumônerie militaire qui n'a pas voulu nommer, qui ont obtenu de faux diplômes de l'Institut. Dans les cas les plus graves, ce sont des proches du caporal. Or, ils mènent une campagne contre les aumôneries militaires parce qu'ils n'ont pas réussi à les régenter à distance. Et le problème des faux diplômes a été découvert par les anciens élèves de l'Institut qui attendent l'attestation depuis 2019 et ils ne reçoivent rien. Ils se sont dit, voilà, nous, on n'a rien du tout pour postuler à des postes d'aumôniers, de prison ou d'hôpitaux. Et on a les proches du caporal qui ont de faux diplômes depuis le début, alors qu'ils ne situent même pas géographiquement l'Institut. Ils ont une liste de 7 faux diplômes qui finiront par être mis sur Internet. Et les faux diplômes les plus préoccupants, c'est les proches à la fois familialement et du point de vue mouchardage du caporal. Notamment un des membres de sa fédération Bidon dans la région lyonnaise. Il a été nommé sur la base d'un faux diplôme. L'Institut a été obligé de signer sous la menace de mort. Parce que le caporal a une agressivité innée et consubstantielle, mais qui est tempérée par son diabète. Là, à chaque fois qu'il se met en colère, il a des comas diabétiques. S'il n'avait pas le diabète, ce type-là mérite d'être enfermé psychiatriquement. Chaque fois qu'il a un désaccord, il injure, il donne des coups de pied, il gifle une jeune femme et il menace de mort. Le nombre de menaces de mort, la plus connue, c'est celle de Tahman, qui a porté plainte, mais le directeur de l'Institut était présent, mais par peur du caporal, il n'a pas voulu donner son témoignage. C'est un type qui règne par la terreur. Moi, ce qui m'intrigue dans cette affaire, sommes-nous où? Est-ce que dans un pays démocratique qui s'appelle la France, avec ses institutions, avec sa laïcité, avec bien sûr sa justice, ou pas? Parce que là, ça devient flagrant. Tous ces éléments-là et cette personne n'est pas rappelée à l'ordre au minimum, ou bien condamnée, hein, pourquoi pas, s'il s'avère être coupable par rapport à tout ce qu'on entend sur lui. Évidemment, la France est une grande démocratie, c'est une laïcité, mais ces notions n'ont pas fait leur entrée dans les zones de l'endroit que sont les grandes mosquées comme la GMP. Maintenant, nous, notre rôle, c'est d'informer les fidèles. Et là, beaucoup nous rendent hommage et continuent à nous approvisionner de révélations. Mais à mon avis, dans un État démocratique, les responsables de la politique musulmane, s'ils veulent être vraiment des démocrates, il faut qu'ils tiennent compte de l'état d'information de la communauté, de l'opinion musulmane. L'opinion musulmane rejette ces types-là. D'abord, le premier État concerné, c'est l'Algérie. Si l'Algérie continue à se taire, on sait que l'Algérie officielle ne soutient pas cette bande-là, contrairement à leurs mensonges. Mais si elle continue à ne rien faire, c'est toute l'image de l'Algérie auprès de la communauté vers laquelle le président Tebboune a lancé un appel pour que les cadres rentrent travailler en Algérie. Or, ces types-là ne représentent même pas, ils sont contestés à l'intérieur même du petit personnel de la GMP. Et ils ne représentent pas la communauté algérienne. Ils sont rejetés. La Fédération nationale de la GMP est isolée dans toutes les grandes villes parce que leur trafic, leur manque de légitimité religieuse sont très connus, on en a parlé la dernière fois. Le fait que l'Algérie finance ne poserait pas de problème si des gens comme Abdelkrim El-Bakri, qui est un vrai universitaire, avaient pu tenir la route. Or, on l'a foutu à la porte. Si l'Algérie envoyait des gens valables moralement et intellectuellement, le financement algérien ne poserait pas de problème. Au contraire, il rendrait service à l'islam et à la laïcité. Or là, vis-à-vis de l'Algérie, cette bande-là a créé un fait accompli.
les autorités algériennes, contrairement à leurs mensonges, ne soutiennent pas cette bande-là, qui a profité du flottement au sein du pouvoir algérien, l'arrivée du nouveau président. L'ambassadeur ne connaît absolument rien de ce dossier, il se laisse manipuler par un petit officier du consulat. C'est des gens qui ont créé un fait accompli, mais avec comme argumentation cette idée de association de droit français. Ça, c'est le discours du caporal depuis 10 ans. Et tous les novices parmi les diplomates algériens, les officiers, etc., il leur dit non, nous sommes, surtout depuis qu'il a eu la nationalité française au bout de la 4e demande. On lui a donné par charité laïque. Au début, il a été refusé, vu son dossier lourd. Bon. Et depuis qu'il a la nationalité française, il dit non, nous sommes de droit français, l'État algérien ne doit pas se mêler. Or, la société des Habous est de droit français depuis 1921. Parce que c'était une société de droit malékite créée à Alger. Et il y a eu des objections des juristes laïcs en disant une association de droit musulman n'est pas habilitée à construire un bâtiment à Paris. Et on l'a transformé en association loi de 1901. Et ça n'a pas changé depuis. Et le caporal mise sur l'ignorance de ses interlocuteurs dont il a bénéficié de l'indulgence peut-être entretenue par des cadeaux. Là, on a des chiffres sur le montant mensuel des cadeaux destinés aux gens qui l'ont défendu. Mais on a la certitude que le gouvernement algérien et les autorités algériennes qui veulent un état de droit sont contre cet Aïssaba. Bon, mais il y a des débris de l'état DRS, des crypto-tawfiqites, sur lesquels ils ont misé, qu'ils ont débrouillé des rendez-vous, mais jamais avec le président Tebboune. Ils ont été à la présidence, mais pas par là. Ils ont été reçus, audience à la présidence, ça a été facilité par l'ancien chef de cabinet de Sellal qui est en prison. Donc c'est les débris de la Aïssaba. Et alors la question, est-ce que la mosquée de Paris va être le refuge des débris de la Aïssaba qui est combattu par toutes les politiques d'assainissement ordonnées par Gaïd Salah et qui continue. On a beaucoup de gens qui vont être convoqués devant les tribunaux et le nom de ces bureaucrates apparaît dans les trafics concernant le pèlerinage, concernant la viande halal, concernant le déblocage d'un budget pour l'Institut par le ministre des Affaires religieuses, qui a dit à 2 reprises, j'ai débloqué 300 000 euros. Et l'Institut n'a absolument rien vu. Or, on nous apprend que la GMP a prêté 500 000 euros à la mosquée des Mureaux. Est-ce que la GMP est un organisme financier? Depuis quand on prête de l'argent à une autre mosquée qui est une mosquée satellite, satellisée et caporalisée par le caporal? Et la question qu'il faut creuser, est-ce que les 500 000 euros ne sont qu'une partie des 2 subventions débloquées par Mohamed Issa au profit de l'Institut? Voilà la question du détachement d'imam est réglée par l'histoire des 40 millions de bachiches. Et cette question, d'ici la fin de l'année, va être élucidée par les gens qui préparent des mémoires là-dessus, sous la houlette de Hanan Karimi, qui avait été giflé par le caporal. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Donc ces types-là ont créé une sorte d'apesanteur en disant à l'État français, l'administration laïque n'intervient pas dans le fonctionnement d'une institution religieuse, et en disant aux Algériens, nous sommes de droit français, donc vous vous mêlez pas. Comme une maison, ça, tout le monde s'aperçoit que c'est un discours de propagande qui permet la privatisation de la mosquée, le sabotage de l'Institut par une bande qui vit de l'islam comme un rat dans un fromage. L'avocat Yon n'a plus les 10 traitements qu'il avait comme avocat forfaitaire. Le caporal fait l'objet d'enquêtes très serrées. La dernière en date, c'est sa complicité avec Amir al-Umara du GIA, Jabbar Mahanna. C'était un jour de deuil pour lui quand Jabbar a été arrêté. Et donc
notre rôle, on est félicité de toutes parts et encouragé par les auditeurs, soit par les contacts, soit ceux qui écoutent directement, qui nous félicitent d'avoir contré cette propagande grossière qui était à sens unique, et ils croyaient qu'on s'était tué définitivement alors qu'on a observé la trêve du Ramadan et pendant le confinement on ne voulait pas polémiquer. Elle va continuer contre les membres de la Isaba qui croient entretenir la désinformation et insulter les gens par des mercenaires anonymes, par le site en question, tout le monde sait qu'il est financé par la GMP, ou même des hauts fonctionnaires des bureaux centrales des cultes sont traînés dans la boue. Qu'est-ce que c'est ça montre l'imbécilité de l'avocat qui dit être l'ami de Sarkozy, qui compte sur les nouveaux amis de Sarkozy qui sont revenus au gouvernement, mais qui menace de porter plainte contre l'État parce qu'il a privé des recettes de Zakat al-Fitr, et qui injurie des hauts fonctionnaires, un préfet qui était au bureau central des cultes, il est traîné dans la boue. C'est quoi ça? C'est des méthodes de voyous. Et les gens qui réfléchissent ont découvert qu'il n'a aucun... Il s'énerve comme ça, il énerve ces mercenaires qui laissent errer leurs plumes comme ça en risquant des plaintes pour diffamation, parce qu'il n'a plus de soutien de l'État. L'État laïque n'est pas né de la dernière pluie. Il sait très bien que c'est des gens dénués de sensibilité religieuse, c'est des gens qui font de l'islam un fonds de commerce. À mon avis, les autres ministères vont réagir comme le ministère de la Défense, qui interdit toute célébration à la GMP, alors que c'était un passage obligé. Les autres ministères, surtout avec les nouveaux, l'avocat comptait sur Castaner, qu'est-ce qu'il va faire avec ce nouveau ministre qui a déjà fermé l'immeuble de Avicenne à Tourcoing, payé 950 000 € par les Saoudiens. Béchari croyait dissimuler son identité, mais Darmanin l'a fermé. A fermé cet institut parce qu'il sait que c'est un haut lieu de trafic, avec des affaires de mœurs. Vous avez un enseignant d'Avicenne à Lille qui avait été recruté comme imam par le caporal. Il peut vous édifier mieux que moi sur les pratiques de voyous du caporal et de Béchari. Parce qu'il a eu affaire aux deux. D'accord. Le caporal, quelqu'un qui proteste le caporal jusqu'à récemment, le menaçait de lui coller une fichesse. Alors, nous sommes dans un état de droit, la délation mensongère déjà du temps de Taufir n'a pas marché avec certains fidèles. Alors, ils croient que l'antiterrorisme va tenir compte de ces règlements de compte et de ces menaces de coller des fichesses, mais c'est un type qui se trompe de république. Il est grisé par sa nationalité française, qu'il a obtenue par pitié, et il continue de menacer. Alors moi, je vous recommande d'inviter ce enseignant imam qui a eu affaire à deux voyous, le directeur d'Avicenne, qui est un institut Pompafrique. Avicenne, ça recevait des subventions du Qatar et de la Libye par valise de dollars, avec toutes sortes de trafics dont vous parlera l'imam enseignant. Et après, ça s'est terminé parce que Béchari s'appelait président-recteur sur sa carte de visite. Il a trahi ces deux États protecteurs, la Libye et le Qatar, pour aller aux Émirats. D'où il continue à tirer les ficelles, mais Darmanin n'aura aucun mal à découvrir la relation entre l'avocat et Béchari. Donc si l'avocat comptait sur l'indulgence dont il bénéficiait du temps de Castaner, je crois qu'il se trompe. Parce que Darmanin a autour de lui quelqu'un qui connaît très très bien cette bande-là. C'est un agrégé d'histoire, qui est son conseiller sur l'islam, et je crois que l'avocat va s'énerver encore plus quand il verra que ces fanfaronnades consistant à répéter qu'il a le soutien de l'État, qu'il a des amis comme Sarkozy ou les sarkozystes, ça c'est bon pour les cafés autour de la mosquée, les ignorants qui lisent jamais la presse. Mais il n'a pas à l'avenir, on jugera sur les compétences et sur la sensibilité religieuse.
Monsieur Sadr Sallam, si vous le permettez, Oui. on a parlé de ceci, si on a parlé de ce monsieur Didier Lis, qui est un commis de l'État, il ne faut pas l'oublier, il s'agit d'un préfet, un ancien préfet de culte, et qu'on l'a traîné dans le labo avec d'autres personnes. Le souci, moi, ce qui m'interpelle, mis à part les autres personnes qui étaient aussi traînées dans le labo, c'est qu'on attaque maintenant les hommes du ministère de l'Intérieur français. Je répète, on attaque les anciens personnels du ministère de l'Intérieur français. Est-ce que c'est possible dans un État comme la France, un site pour démasquer qui c'est qui est derrière lui, soit sur le plan plume, soit sur le plan financier? Je trouve il y a du travail à faire là-dessus. D'un point. D'un deuxième point, s'il s'avère qu'on arrive à retrouver qui c'est qui est derrière cette affaire, il faut pas lâcher prise. Il faut qu'il y ait des plaintes de tous les gens qui étaient traînés dans le bout par, je vais l'appeler un charognard, moi, à titre personnel. Un charognard des grandes déchetteries. Alors donc, qu'on arrête avec ça. Ils sont à caractère diffamatoire, mais il en est de l'état laïque, de ce qui est dans le Coran, yumhilu wala yuhmil. Non, mais là, il profite du changement, du remaniement, mais moi, je peux assurer qu'avec Marlène Schiappa et avec l'entourage de Darmanin, l'avocat n'a aucune chance, et le caporal encore moins. Parce que le Hanan Karimi, qui a été giflé, n'aura aucun mal, avec des témoignages, à alerter Marlène Schiappa, qu'elle porte plainte, c'est tout, qu'elle porte plainte, cette dame. Alors, voilà. Ce type-là, déjà, il est privé des apparitions à la télévision quand il prenait Boubacar par la main. L'accès au ministère peut lui être interdit par Marlène Schiappa. Moi, je crois savoir qu'elle va être alertée par des étudiants de l'Institut qui sont sortis très mécontents de la réunion avec l'avocat et le caporal qui se dit déjà directeur de l'Institut. Qu'est-ce que c'est que ce pays où un bagagiste, un préposé aux voitures piégées, qui a été recruté comme garde-corps, qui se proclame inspecteur des imams, puis DAG, puis DG, puis directeur de l'Institut. Ça n'arrive qu'aux musulmans, ça. À mon avis, Castaner, il est parti, on commente pas. L'avocat comptait beaucoup sur lui et croyait qu'il allait le favoriser pour cumuler avec la présidence de la FIF. Il va y avoir une élection à la fin de l'année. L'avocat est déjà candidat. Il compte sur Zakri, qui est membre du conseil d'orientation, et c'est là une des inconséquences. Chevènement n'arrêtait pas de dire la FIF a des objectifs culturels profanes. Le culte, les responsables de mosquées n'ont qu'à créer une fondation qui ne s'occupe que du culte. Mais on a des représentants de grandes mosquées, ou de grandes gueules, là, comme Zakri, qui siègent dans la FIF. Ils veulent paralyser, à mon avis, il faut qu'elle soit nettoyée de l'avocat et de Zakri, il faut qu'ils s'occupent de leur mosquée. Si on continue, puisqu'il n'a que le mot séparation du religieux et du politique, du temporel et du spirituel à la bouche, il faut qu'il se l'applique à lui-même. Et le règlement à l'intérieur de la FIF peut être modifié pour signifier à ce type-là l'interdiction de participer aux élections. Or, l'avocat comptait sur Castaner pour l'aider à accéder à la présidence de la FIF. Avec Darmanin, je crois que c'est raté. Monsieur Sadr Sallam, si vous le permettez, moi, s'il y a possibilité d'un conseil à donner au niveau responsable du culte sur le plan français, je parle, il faut commencer dans un premier temps avec un contrôle financier des organisations de la loi 1905, puisque le mode de financement doit être réglementé. Savoir qui c'est qui fait quoi. Là, c'est quand il y a des soupçons de blanchiment. On a déjà parlé du représentant de la FNGMP dans le Nord. Il a fait l'objet d'une perquisition à 6 heures du matin, où on a trouvé chez lui 200 000 € en espèces, avec la complicité du consul. Oui, mais il y a la gestion aussi. Il y a la gestion de l'argent, pas que de trouver. Oui. Oui. Oui, dans le fonctionnement des mosquées, seule une plainte d'un membre de l'association, comme ça a été le cas à Ivry il y a 20 ans et quelques, il y a eu procès quand il y a eu plainte de membres de l'association. Mais l'État ne peut pas contrôler les finances
un établissement qui n'est pas étatique, sauf s'il y a des soupçons comme le blanchiment, par exemple. Et c'est ce qui complique. Par contre, l'État algérien qui finance, l'État algérien a envoyé toutes sortes de commissions d'enquête qui étaient soudoyées par... Ils étaient invités à manger, on les amenait aux Galeries Lafayette, chez le tailleur de la porte de Montreuil, les costumes, etc. Ils rentrent, ils font... Alors, dans ce cas-là, on est dans un cercle vicieux, monsieur Sadr Slama. Non, c'est pas un cercle vicieux. Si le Arif Billah était courageux, ça aurait réglé l'affaire. D'abord, il partait à la retraite, ça lui coûtait rien de porter plainte, et jusqu'à maintenant, il ne dit pas pourquoi, d'où notre hypothèse est de plus en plus confirmée concernant un financement des Émirats via Béchari. Est-ce que peut-on parler comme quoi, dans l'avenir, il y a une guerre qui va être terminée ici en France entre les frères musulmans et les Émiratis, notamment les Turcs et les Qataris et les Émiratis et les Saoudiens d'un autre côté sur le sol français, parce que dans d'autres pays européens, il y a une guerre partout, hein, donc en Belgique, au Danemark, en Italie, les informations circulent, et circulent d'une manière assez importante. Est-ce que le champ religieux musulman ici en France fait actuellement l'objet d'une guerre acharnée entre les frères musulmans, soutenus par les Qataris et les Turcs, et les autres, les Émiratis et les Saoudiens? Non, les deux ont une influence très faible. Parmi les 6 millions de musulmans, vous avez des gens qui sont bien intégrés, qui n'ont pas été intéressés par les prébendes ni des frères musulmans quand ils étaient riches, ni des Émirats, ni de l'Arabie Saoudite. Et il faut tenir compte de l'échec de 25 ans de néo-ottomanisme saoudien. Les Saoudiens avaient la même prétention que les Émirats aujourd'hui. Maintenant, ils sont devenus très réalistes. Leur politique n'a fait que introduire la corruption dans les mosquées qui étaient beaucoup plus saines avant leur avènement. Bon, mais maintenant, quand on dit frères musulmans, il faut mettre toutes sortes de guillemets, comme islam politique utilisé par l'ignorant avocaillon. Les idées de Sisi et de Shir, du mufti là, qui a rendu licite l'assassinat des frères musulmans. Il a dit que ce sont des terroristes, il a inventé un hadith, etc. Ça, c'est des querelles propres au rapport de force au Moyen-Orient, où les Émirats se réveillent sur le tard pour jouer un rôle régional et mondial au nom de l'islam. Ça va durer un temps, mais ça n'aura pas de l'effet sur les musulmans de France qui voient leur avenir dans la démocratie française. C'est des gens qui se débrouillent économiquement tout seuls. Et alors, c'est la poignée de gens qui vivent de ces prébendes-là, qui crient le plus fort, prétendent être les représentants, et ils ne représentent rien du tout. C'est des gens qui gesticulent, agitent des slogans pour être payés à nouveau, et ils se proposent leurs services. Par exemple, cet avocaillon, puisqu'il faut qu'on parle le plus souvent de lui, quand il lance cette idée de combattre l'islam politique, d'abord, il est encore en 92, dans la période de l'Arbi Belkhir, l'association nationale des Jaouïas, où à l'époque c'était dépassé, et visiblement, il convoite l'argent des Émirats, et puis des ministres laïcs, parce que maintenant c'est devenu une règle, tout pouvoir qui échoue, économiquement et socialement, a recours à cette soupape de sécurité qu'est le vote sécuritaire et islamophobe. Et il se remet à agiter le slogan de l'islam politique. La France est un état de droit, où il n'y a pas le délit d'opinion. La justice française s'en prend à quelqu'un qui perturbe l'ordre public. S'il a des opinions contraires à celles du ministre et qui ne nuisent à personne, il n'est pas poursuivi. Et là, il se trompe de république, il se croit sous le régime des généraux putschistes de 92. Et d'où... mais par contre, là où on voit qu'il y a quand même des passerelles entre Poussouf et l'avocaillon, c'est qu'il a eu le mot discrimination à la bouche lors de sa réunion avec les imams. D'habitude, l'avocaillon est d'une docilité absolue, il fait de la lèche au ministre, au bureau central des cultes, au préfet, au commissaire, et là, il se lance dans un discours qui... Or, les discriminations, le premier qui en a parlé, c'est ce fameux sondage bidon invoqué par Bossouf.
qui lui prétend que les Marocains seulement seraient discriminés en France. Ça, là, on en a déjà parlé. C'était pour savonner la planche à Moussaoui, qui est mieux vu par les autorités. Moussaoui, il est sommé soit de défendre ses frères marocains au sujet d'une virtuelle discrimination inventée par Boussouf et ses protecteurs, et auquel cas il perdrait sa crédibilité aux yeux des pouvoirs publics. Et s'il ne proteste pas, on va lui dire tu ne défends pas tes frères marocains. Donc c'est un piège tendu à Moussaoui, mais Moussaoui n'est pas né de la dernière pluie. Et visiblement, cet avocaillon emboîte le pas à Boussouf. C'est quoi l'intérêt, monsieur Sadr Salem? L'intérêt, bon, là, il révèle, pour les gens qui écoutent attentivement, que les deux convoitent les dollars des Émirats. Et les deux ne sont pas sur la ligne des autorités de leur pays. Dans le cas du Maroc, on en a parlé. La ligne d'Ahmed Toufir du palais et des hauts responsables n'est pas la ligne de Boussouf ou de quelques officiers subalternes de renseignement qui convoitent des miettes, des subventions débloquées par le Béchari à partir de Dubaï. L'Aroucaillon sait mieux que nous que les autorités algériennes ne resteront pas passives éternellement. Donc il prévoit et il menace, il agite la menace d'un appel à un financement de rechange, et notamment par les Émirats. Donc le mot même, le mot de discrimination, qui ne fait pas partie du vocabulaire habituel de l'avocaillon, qui est d'ailleurs très pauvre, c'est pour ça qu'il perd, c'est pas un ténor du barreau, ses plaidoiries sont ternes, ennuyeuses à dormir, mais il menace, il introduit ce mot pour emboîter le pas à Boussouf et menacer de faire appel à d'autres sources de financement en cas de bras de fer ouvert avec les autorités algériennes contre les soutiens des subalternes crypto-toufétistes ne rapporteraient rien. Ben écoutez, les jours à venir nous diront davantage, hein, donc on va, comme on dit, à suivre, parce que il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui est là. Peut-être il y a un nouveau ère qui va s'ouvrir, hein, donc sur ce dossier, parce que ça commence à bien faire sur un certain nombre de points. On aimerait bien savoir on est où. Est-ce que l'islam de France trouvera la paix comme les autres religions ou pas? Et est-ce qu'il est faire le nettoyage par rapport à ceux qui se disent défendre l'islam de France du moment que eux-mêmes ont beaucoup de choses à se reprocher? Nous, notre rôle, c'est d'ouvrir un débat civilisé. On ne va pas courir au langage de Chartier comme celui du faux imam devenu mouchard du caporal, ni le langage des scribes payés pour entretenir ce site vraiment nauséabond. Nous, on ouvre un débat civilisé sur la base des critères historiques, juridiques, moraux, en se basant sur l'éthique musulmane et la vraie laïcité, la vraie démocratie, pour informer l'opinion musulmane. Et il est certain qu'une opinion musulmane suffisamment bien informée donnerait à réfléchir aux hommes politiques qui ont été complaisants avec cette bande-là. Mais ils ont besoin des musulmans à chaque élection et le calendrier électoral est assez chargé. Si les pouvoirs publics sentent que cette bande est fantoche et rejetée par la communauté, et ils tiennent compte de leurs intérêts électoraux, il est certain qu'un musulman bien renseigné ne voterait jamais pour un parti ou pour un homme politique qui continuerait à soutenir cette bande de fantoches. Et notre rôle, c'est de rester dans les limites de la correction, du débat civilisé, mais être sans complaisance pour révéler leur turpitude. Par exemple, quand le caporal, c'est moi qui lui ai dit, tous les chercheurs se demandent pourquoi aucun imam n'a été recruté parmi les anciens étudiants de l'Institut. Il m'a dit en arabe, nous avons pris l'habitude de nous payer la tête de la France et des Français. Il parle en tant que néo-français qui vient d'avoir son passeport français. C'est un drôle, il ne mérite pas la nationalité française.
quelqu'un qui a la nationalité française devrait avoir un minimum de respect. Et il me demande de me taire et de dissuader les doctorants, les gens qui préparent des mémoires. Et il dit qu'il est spécialisé dans la tromperie des autorités françaises. Or, les autorités françaises ont 1000 ans quand même d'existence. C'est pas un bagagiste comme lui, préposé aux voitures piégées, hardcore, autoproclamé directeur de l'Institut depuis une semaine, qui va continuer à prétendre cacher la vérité aux autorités françaises. Non. À mon avis, leurs jours sont comptés et ils séviront d'autant moins longtemps que l'opinion musulmane sera informée. Et nous, on leur promet au moins une émission, sinon deux, parce que beaucoup de nos auditeurs qui ont réagi sont capables de parler tout seuls. Pour information, 4 personnes au total qui souhaitent intervenir. Donc, on va programmer leur intervention pour plus d'éclairage. Il y a d'autres, ceux qui veulent confirmer tout ce que vous avez dit. Mais aussi, il y a d'autres qui sont des aumôniers, d'autres aussi des anciens cadres de l'Institut, des docteurs, qui veulent intervenir et pour clarifier un certain point avec plus de détails. En tout cas, l'émission Arc-en-Ciel, qui veut pas, ça change rien. Notre mission depuis toujours, ça date pas d'aujourd'hui. Comme quoi, c'est de clarifier, c'est de mettre sur la table des éléments qui permettent aux décideurs, qui permettront davantage aux responsables politiques de comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est de mettre à plat ce dossier de l'islam parce qu'il y a beaucoup d'anomalies et bien sûr beaucoup de charognards, mais aussi beaucoup de profiteurs. Comme vous l'avez bien dit, il y a ceux qui vivent de l'islam, il y a ceux qui vivent pour mettre l'islam sur les bons rails pour une société apaisée. Ils lui en veulent pour avoir joué sur l'intitulé « Vivre l'islam ». Et lui, il dit « Vivre de l'islam ». Et l'avocat lui en veut pour ça, parce qu'il est directement concerné en tant que président de Vivre l'islam. Il n'y a pas que la mosquée de Paris, M. Sadr Sallam. Là, on parle sur la totalité des autres mosquées aussi. Des recteurs qui sont venus de la Libye, des recteurs qui sont venus d'un certain nombre de sociétés qui n'ont aucune compétence sur le plan théologique et autres. Donc, on arrête un petit peu avec ces gens-là, qu'ils ont qu'un vœu pieux pour eux, c'est de s'enrichir et de vivre au nom de l'islam. Mais en tant que musulman, vous comme moi, comme n'importe quel musulman qui écoute cette émission, il a le droit de se poser la question, parce que c'est au nom de l'islam qu'il y a une taxe halal, au nom des musulmans qu'il y a de l'argent qui arrive, des financements. Donc nous avons le droit de demander des comptes d'une manière légale, mais aussi libre. Bien sûr, mais le fait qu'il y ait des candidats, 4 ou 5, à porter leur témoignage, devrait donner à réfléchir aux millions de l'islam lyonnais, qui, sans doute à la demande de la GMP, ont essayé de dissuader la continuation de la diffusion de ce genre d'émission. S'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir pour faire le point par rapport à telle ou telle chose qui a été dite sur lui, il a le bienvenu, comme on l'a dit depuis toujours, mais j'ai l'impression que personne n'ose venir, parce que s'il vient, il doit s'expliquer, pas que sur ce point, mais aussi sur d'autres points. Voilà la véracité de cette émission. On l'a demandé aux Marocains, comme on l'a demandé aux Algériens, comme on l'a demandé à d'autres nationalités. Celui qui se plaint de quoi que ce soit, il a le droit de réponse qui est accordée d'une manière claire et nette et d'une manière tout à fait légale. Au propos le recteur de Lyon l'an dernier, on n'a pas parlé spécialement de lui. On a parlé d'Evry, mais lui, il était cité incidemment dans une demi-phrase, et il a dit pourquoi il ne s'intéresse pas à la GMP. Maintenant que nous parlons de la GMP, il cherche à se solidariser avec eux pour dissuader de continuer à diffuser ce genre d'émissions. Donc c'est des gens qui sont habitués au silence, à l'impunité, pour qu'ils continuent leur propre... À trois reprises, M. Sadr Sallam, à 3 reprises, j'ai eu contact avec le recteur en question. Chaque fois, il y a une excuse. Et ça, je peux en témoigner. Il veut pas venir parler. Voilà. Donc, on arrête un petit peu de dire n'importe quoi à 3 reprises. Et même, comme j'ai dit par rapport à Abdallah Boussouf. Appelé Monde d'Afrique, ou un article qui ne le concernait pas,
Et Mandafrique lui a dit, est-ce que vous voulez apporter un démenti? Il a dit non, tout est exact. Pourquoi vous voulez publier un point de vue? Non, je veux savoir qui a écrit l'article. Donc il appelle pour le flicage, c'est tout. Ouais, il ne sait pas que la loi de 1881, qui est la plus protectrice, protège les sources devant les tribunaux. Un directeur de journal a le droit de taire le nom d'un auteur anonyme ou d'un de ses informateurs, et lui qui parle, qui est là en France depuis 60 ans, plus français que les autres, etc., il ignore cette clause élémentaire du droit français, qui commence à paniquer. Ils avaient un discours, un bagou qui faisait taire des critiques, qui arrivait à leur attirer certains universitaires pour les colloques Pompe-Afrique, comme il y a l'Institut Pompe-Afrique à Vicenne qui, grâce au ciel, est fermé. On aurait pu compléter par l'Institut de Saint-Ouen, les 3 IT, qui étaient dirigés par un Tunisien et qui avait le monopole des financements à partir de Washington. C'est des gens spécialisés dans la lutte contre les frères musulmans. C'est financé par les Saoudiens qui utilisaient des dissidents de frères musulmans. Or, cet institut a été fermé et le tribunal a interdit l'utilisation de son intitulé pour ouvrir un autre établissement. Et ce monsieur est parti en Tunisie parce qu'il n'a pas pu s'expliquer sur le devenir de 2 millions de dollars. Et il a frayé un moment avec Bichari. Et donc, la Vicenne et Haïti, c'est 2 mauvais exemples d'instituts Pompe-Afrique. Ils reçoivent de l'argent de Washington, de Libye ou du Qatar, soi-disant pour l'enseignement, mais l'argent, on le retrouve dans l'immobilier, dans les fermettes à Engued, à côté d'Oujda, ou dans l'immobilier à Saïdia, où ce monsieur de Tunisie, là, qui est parti grâce au ciel, bon débarras, maintenant il a un empire immobilier en Tunisie, grâce à l'islam et à l'enseignement. Il reste la Aïssaba de la mosquée de Paris, les ambiguïtés de la GML de Lyon. Je précise que c'est pas le même niveau de gravité. Le seul reproche qu'on peut faire à Potan, c'est que c'est quelqu'un qui est très fort dans les montages financiers, dans la perception de la taxe halal. On lui reproche sa prétention de régenter des enseignants pour faire croire qu'il a un institut. Il m'a appelé en septembre pour que je lui donne le plan, le programme d'un institut de théologie pour octobre. J'ai tout de suite compris qu'il y avait une subvention à la clé. Il faut signaler aussi que au moment de l'instance du dialogue, là, créée par Cazenave, qui était la finalité médiatique, parce qu'il a fait venir 150 personnes qui ne se connaissent pas entre eux. Alors que les 15 membres du bureau du CFCM n'arrivaient pas à s'entendre, on nous a fait croire qu'avec 150, ça va mieux se passer. On a agité l'idée d'un conseil théologique. Or, l'ex-UOIF a réagi en créant son comité de théologie, et d'après la rumeur persistante, ça aurait rapporté 5 millions de dollars du Qatar à l'époque. Et il n'y a ni conseil de théologie, ni comité de théologie. Donc la théologie, l'enseignement, la formation des imams, c'est devenu un slogan pour obtenir de l'argent qu'on obtenait par la viande halal, par les bakchiches, par l'aide aux victimes de l'Hausima. D'où notre appel une deuxième fois, et le temps, comme ça a été demandé par le président de la République, hein, il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut qu'il y ait aussi un suivi par rapport à ces flux financiers dans le champ religieux musulman, parce que ça commence à bien faire au nom du musulman. Il est temps qu'il y a une clarification, soit sur la taxe halal, il va où cet argent, profite à qui? L'argent qui vient d'ailleurs au nom, comme vous l'avez venu de le dire, des institutions bidons qui n'existeront jamais. Il est temps qu'il y a une traçabilité et il y a aussi des comptes à rendre par rapport à ce flux d'argent au sein d'une république laïque et qui est forte par sa justice aussi. Sur ce plan-là financier, ce sont les propositions de Hakim Al-Karoui qui doivent être suivies, parce que c'est celui qui leur a fait le plus peur. Oui, justement.
Il appelle à davantage de transparence. Là où il se trompe, c'est quand il croit que Tal Khubrou, son théologien préféré, va réformer le Coran. Là, c'est l'erreur totale. Mais sur ce point, Hakim Al-Kharoui mérite d'être félicité. Monsieur Sadr Salem, merci infiniment de cet éclairage. Je vous dis à très bientôt dans l'attente aussi d'avoir d'autres intervenants qui vont intervenir sur le sujet Who is Who, l'islam de France. Je vous dis à très bientôt. Beaucoup. Au revoir.